Et c'est l'heure des Jeux de Paris. On va passer la prochaine demi-heure ensemble pour faire le point sur cette 5e journée à Paris en compagnie, comme chaque soir, de Silver Henry Cissé, notre consultant. Bonsoir Benoît, très heureux d'être là. Mais moi aussi, je suis heureux de vous recevoir. Kevin Rabault, êtes-vous content vous aussi d'être là, directeur technique national de la gymnastique? J'aurais préféré l'être dans d'autres circonstances, mais j'espère que vous me réinviterez à un autre moment. On va en parler évidemment. Bonsoir. De l'échec des gymnastes françaises. Bonsoir et bienvenue Kevin. C'était une promesse, nager à nouveau dans la Seine. Certains ont moqué la mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et les membres du comité d'organisation. Paris fou, insensé, voire impossible. C'est ce qu'on disait avant. Avant ce matin, les épreuves de triathlon qui leur ont donné tort à ces détracteurs, elles se sont bien déroulées. Je rappelle les distances en triathlon: 1500 mètres de natation en eau libre, 40 km de vélo, 10 km de course. Ça a très bien réussi aux Français. Silver Henry, a commencé par les femmes avec la médaille d'or de Cassandre Beaugrand, premier titre olympique pour le triathlon français. C'est merveilleux et il faut juste que l'on vous donne les temps qu'elle a réalisés. Elle a réalisé les 1500 mètres de natation en 20 minutes. Les 58 minutes, elle a mis 58 minutes pour franchir 40 km. Et les 9 derniers kilomètres à la course, c'est une demi-heure. Ce sont des temps stratosphériques. Elle est arrivée en tête, c'est très bien pour le triathlon. C'est la première médaille d'or pour le triathlon français. C'est vraiment excellent. Et cela va nous réjouir parce que l'équipe de France de hand, malheureusement, c'est pas terrible là ce soir, ce qui se passe. On va en parler de l'équipe de France de hand un petit peu plus tard, mais on se souvient qu'à Tokyo, Cassandre Beaugrand, elle était déjà très attendue et elle avait un peu cédé face à la pression. C'était des conditions particulières, vous savez, c'est la Covid. En plus, il y avait une sorte d'angoisse chez les sportifs, de burn-out chez les sportifs avec cette période très compliquée qui était la Covid et Tokyo. Là, elle est dans un moment très particulier avec la ferveur des Jeux, avec le public qui est avec elle, Paris qui la sublime, le fait qu'il se soit conditionné, et ça a été un tout petit peu décalé pour ce triathlon. Elle est arrivée et ça, c'est vraiment très très chouette. Et on n'oublie pas non plus la 4e place de Emma Lombardi, 22 ans, tout l'avenir devant elle, moins de 3 heures plus tard. Léo Bergère a pris la médaille de bronze de l'épreuve masculine derrière les deux favoris, le Britannique Alexis et le Néo-Zélandais Hayden Wild. Pierre Lecor 4e, un vrai finish entre les deux premiers de ce C'est vrai qu'à quelques minutes de la fin, on avait un groupe de 4 dans lequel il y avait 2 Français. On a tous espéré avoir 2 médailles or et argent, ça ne s'est pas fait. C'est Alexis qui l'a emporté. Il faut dire que là aussi, il est très impressionnant physiquement. Quand on prend ses statistiques, il pourrait rentrer dans l'équipe d'athlétisme de Grande-Bretagne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les performances des triathlètes. Kevin, si vous voulez dire un mot. Oui, non, mais moi j'ai été scotché devant mon poste de télévision et je vivais la course avec... dans des conditions pas faciles, très humides ce matin. Avec un suspense phénoménal. Avec aussi une très belle histoire parce que cet athlète a été barré par les frères Brownlee qui sont les stars du triathlon, qui ont tout remporté en Grande-Bretagne et à travers le monde. Donc il était juste derrière. C'est comme par exemple quelqu'un qui joue avec Zidane, c'est compliqué, ou qui a comme concurrent Usain Bolt. Là, il s'impose et c'est une très belle histoire. Il remporte l'or. Alors chez les femmes, la France fait 1 et 4, chez les hommes 3 et 4. Ça, c'est de bon augure pour le relais relais mixte qui aura lieu lundi prochain. Autre médaille du jour côté français, c'est en BMX freestyle. Anthony Jean-Jean qui termine lui avec la médaille de bronze. Et il était favori, numéro 1 mondial. Un petit peu amer cette médaille. Amer, pourquoi? Parce qu'il chute au début de son premier run. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en BMX, il y a 2 runs et on prend la meilleure note des 2. Il réalise un 2e run, mais juste époustouflant. Incroyable, avec une figure que lui seul a fait pour la toute première fois. Mais malheureusement, il est que 3e, médaille de bronze, alors qu'il a réalisé un run extraordinaire et c'est un Argentin qui remporte la médaille d'or. Et on n'oublie pas la médaille de bronze aussi de Maxime Gaël Gayap Ambou à 23 ans pour ses premiers Jeux en judo. Il remporte la petite finale à la surprise générale des moins de 90 kilos. Parce qu'il n'a remporté aucun grand titre. Il a à son compteur uniquement une 3e place dans le Grand Chelem de Paris. C'est quelqu'un de très dynamique, qu'on n'attendait pas, mais c'est un combattant. Il fallait le voir justement en zone mixte, comment il se préparait. On aurait dit dans le film Gladiator de Ridley Scott, on aurait dit un gladiateur qui était prêt à en découdre avec tout le monde. C'est très bien sa 3e place. Alors malheureusement, on n'a toujours pas de médaille d'or en judo. On a plein de médailles, mais on n'a pas de médaille d'or. Oui, c'est vrai, pas de titre. Donc encore, Teddy vendredi. Et puis il y a l'épreuve par équipe mixte samedi. Le sabre par équipe qui vient à l'instant de décrocher la médaille de bronze. C'est la 23e médaille tricolore. Et puis on attend évidemment d'une minute à l'autre, dans 2 minutes exactement, Léon Marchand dans le bassin de la Nanterre Arena pour ce défi un peu fou, on va le dire, ce soir.
l'heure du pari fou de Léon Marchand qui enchaîne ce soir donc 2 finales. Le 200 papillons, ça commence avec le 200 papillons et puis 2 heures plus tard le 200 brasse. Ça se passe évidemment donc à la Défense Arena. Pari fou que même Michael Phelps n'avait pas osé relever. Il n'a pas osé le relever, il a tenté, il avait pensé Phelps, mais il n'a pas osé relever. En fait, tout s'est déclenché après les championnats de France à Chartres, où il avait fait un petit test avec ces 2 courses. Il a vu que ça fonctionnait. Il a demandé à Bob Bowman s'il pouvait s'engager aux Jeux Olympiques sur ces 2 courses, et ça a été accepté. Avec une petite facilité qui a été accordée par la Fédération française de natation, qui a demandé à la Fédération internationale d'avoir un aménagement pour qu'il puisse faire ces 2 courses avec un temps de repos minimal. C'est vraiment incroyable, et s'il remporte ces 2 courses, ce sera le premier nageur à remporter donc une médaille d'or dans la même séquence en papillon et en brasse ce soir, ce qui est exceptionnel. Kevin, c'est l'attraction au village olympique, Léon Marchand ? Alors il est discret. Français, ouais. Il est discret, il est concentré sur sa compétition. Et, semaine hyper dense, oui, bien sûr. Voilà. Et il faut savoir qu'au village olympique, dans la délégation française, il n'y a pas réellement de stars. C'est vraiment une délégation qui vit, et tous les sports, il n'y a pas de petits sports, il n'y a pas de stars, il n'y a que des membres de la délégation. Et ça, c'est vraiment très important. Le rôle de son entourage, important, capital, avec ses 2 entraîneurs, Bob Bowen et Castet, qui le bichonnent, qui l'entourent. Il a également un préparateur mental avec qui il discute très souvent. Et le préparateur mental, c'est intéressant parce qu'il dit, moi, je ne le prépare pas pour qu'il remporte des victoires, mais je le prépare tout simplement pour qu'il soit heureux. Parce s'il est heureux, il sera en bonne position. Et il a aussi une petite chose qui fait un tout petit peu polémique et intéressant. Donc, ce sont des prises de sang de lactate. 3 minutes après une compétition, exactement, on fait une petite prise de sang pour voir son niveau de lactate. Et en fonction du niveau, soit on lui dit de se reposer, soit on lui dit d'aller en récupération. Voilà, c'est-à-dire que c'est une sorte de Formule 1 avec une très belle équipe, et tout est fait. Ça, c'est la méthode Bob Bowman ? C'est la méthode Bob Bowman qu'ils ont décidé d'appliquer. C'est la méthode du groupe, donc du groupe Marchand, du groupe Léon Marchand. C'est le Léon Marchand Days. Et là, on croise les doigts qu'avec cet entourage et toute cette technique qui est mise à sa disposition, il remporte ces 2 médailles. Ce sera important. Autant en brasse, il le remportera. En papillon, dans quelques instants, là, ce sera un peu plus serré. Je surveille sur mon écran de contrôle. C'est mon portable, je ne vais pas vous le cacher. En ce moment même, les nageurs du 200 papillons de cette finale qui sont en train d'arriver. On prendra tout de suite la direction de Club France, où Gaël Fonseca va nous faire vivre cette finale avec les supporters français. Un mot, Sylvain Henry, sur la technique de Léon Marchand. On en a beaucoup parlé, notamment dans les coulées. Sa grande force, c'est la coulée. La coulée, c'est le moment où il va plonger et ensuite nager sous l'eau avant de ressortir. Il ne va pas dépasser les 15 mètres. Sa grande force, c'est qu'il va ressortir juste avant 15 mètres. Et ensuite, par rapport à un nageur tout à fait normal, que va-t-il se passer ? Vous voyez, là, nous avons la ligne de flottaison de l'eau. Le nageur normal, en plongeant, va rester près de la surface. Alors que Léon Marchand, quant à lui, va plonger comme Phelps assez profond pour remonter. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40% de plus de vitesse quand on est sous l'eau qu'à la surface. Et en plongeant très profondément, on invite les interférences des vagues. Donc ça, c'est sa technique. Il plonge très très profond pour remonter très très vite. Ensuite, il a une autre technique, mais là, ça ne va pas s'appliquer à la brasse ou au papillon. Ça s'applique notamment sur les nages libres. C'est quand il nage le crawl, comme Phelps, quand il plonge, quand il nage, il ne fait pas de bulle avec sa main. C'est un truc incroyable. Un nageur tout à fait normal va battre l'eau, va provoquer des bulles. Phelps et lui vont plonger la main. C'est une mécanique extraordinaire pour ne pas faire de bulles et donc pas faire d'interférence. C'est ce qu'il applique et c'est vraiment extraordinaire. Il faut voir ces images au ralenti. Marchand et Phelps sont des mécaniques extraordinaires. Mais est-ce qu'on peut les comparer ? Est-ce qu'on peut faire un calque entre les deux ou pas ? Ils sont le même profil. Alors Phelps, c'est un peu plus lourd, un peu plus costaud, mais en termes d'envergure, en termes de taille, ils ont les mêmes profils. Vous savez, un athlète est profilé pour son sport. Teddy Riner, il est profilé, c'est un baobab pour le judo. Eh bien lui, quand vous regardez son profil physique, son morphotype, il est fait pour la natation, il est fait pour le papillon, il est fait pour le crawl, il est fait pour la brasse. Allez, on va prendre la direction tout de suite du Club France, je vous le disais, où il y a des centaines de supporters tricolores devant l'écran géant massé pour suivre cette course, c'est même ces 2 courses de Léon Marchand ce soir. Parmi eux, notre envoyé spécial, Gaël Fonseca. On imagine qu'autour de vous, ça va crier, hurler, pousser fort derrière Léon Marchand. Ça y est, les nageurs sont sur leur plot de départ.
ça crie déjà en réalité. Ça ne va pas crier, mais ça crie déjà. Il faut imaginer qu'il y avait à peu près 2000 personnes assises sur toute la longueur de la pelouse ici au Hall de la Villette. Elles viennent presque toutes de se lever pour acclamer Léon Marchand. Elles crient, elles scandent. Toutes les personnes ici n'attendaient qu'une chose. C'est son départ qui va arriver dans quelques secondes. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, vraiment tous les yeux sont rivés sur l'écran. J'ai pu échanger avec certains. Voilà, il vient de s'élancer comme vous le voyez, ça applaudit. J'ai pu échanger avec certains qui sont venus exprès pour cette épreuve. Ils n'ont pas passé la journée ici, ils se sont battus pour avoir des places ici au Club de la Villette. Ils ont pris leur pique-nique, ils ont plus ou moins campé pour être aux premières loges, au premier rang. Ils sont tous là pour lui. Certains ont fait la queue dans la buvette un peu plus loin par là. La buvette s'est vidée, clairement. Hein. Tout le monde est en train de courir pour voir aux premières loges Léon qui s'est élancé. Combien de personnes autour de vous, Gaëlle ? Ils attendent tous cette victoire. J'estimerais entre 2000 et 2500 personnes au moins. C'est pour pas donner un plus gros chiffre qu'il n'y paraît, mais alors il faut expliquer un peu au Club France. Vous avez cette pelouse avec cet écran géant donc au Club France, et puis il y a aussi des gens à l'intérieur de la Halle de la Villette. C'est bien ça, en fait, il y a 2 écrans géants. Il y en a un à l'extérieur et il y a beaucoup de monde devant celui à l'extérieur parce que maintenant c'est bon, il fait plus frais que durant la journée. Mais durant toute la journée, tous les supporters se sont mis à l'intérieur des halles qui se trouvent du coup à ma gauche avec un écran géant, et au centre se trouve aussi une belle estrade. Ils viennent faire leur célébration, les sportifs médaillés. Voilà Gaëlle, et on entend les supporters qui pour l'instant eh bien, sont un petit peu inquiets puisque Léon Marchand n'est que deuxième de cette finale. Il est en train de remonter sur le Hongrois. Il reste une dernière longueur à parcourir. Cette course qui va se courir en moins de 2 minutes. Silver Henry, quelle impression il vous fait Léon au moment où on se parle ? Pour l'instant, je le trouve comme d'habitude, sauf qu'il a le Hongrois là qui est vraiment en pleine forme, qui a un très bon rythme, il a une très très belle cadence. Et d'ailleurs, quand on voit les images sous l'eau, on s'aperçoit en ce moment que Marchand a une cadence qui est un peu plus difficile, un peu plus empruntée que celle du Hongrois, qui là pour l'instant semble voilà, c'est gagné. C'est gagné pour Léon Marchand. Je suis un peu en retard. Oui, vous avez un petit peu de retard. Gaëlle Fonseca, on va reprendre la direction du Club France. Ça y est, c'est gagné. Premier défi ce soir remporté par Léon Marchand qui remporte cette finale du 200 mètres papillon, double médaillé d'or olympique désormais, le nageur français. Oui, là en effet, tout le monde est debout, les gens ne réalisent pas, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a que des sourires. J'avais pu échanger avec certains, je pense en fait ils sont partis dans l'euphorie, ils ne me rejoignent pas pour le moment, mais comme vous le voyez ici... Vive la France! Une vraie joie pour tous ces supporters, ils attendaient ça, ils ne voulaient pas le prononcer, ils en étaient sûrs. Léon Marchand allait gagner ce soir. Voilà, deuxième titre pour Léon Marchand. Voilà des sourires qui doivent vous faire plaisir aussi. Kevin Rabault, puisque vous êtes notre invité ce soir, directeur technique national de la gymnastique. On attendait une équipe de France féminine sur le podium. Elles sont passées un petit peu à côté de leurs Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi votre analyse à quelques jours de cet échec ? Alors c'est clairement un échec. L'analyse fine prendra un petit peu plus de temps. Les causes de cet échec sont multifactorielles. L'importance de la compétition et un événement qui s'est produit à l'échauffement, à la toute fin de l'échauffement, juste au moment de rentrer sur le field of play, qui a déstabilisé fortement cette équipe. Vous pouvez nous le raconter en quelques mots ? Alors, Marine Boyer passe au bar asymétrique. On s'échauffe généralement sur le dernier agrès, sur l'agrès sur lequel on va commencer la compétition. Marine Boyer fait son mouvement, plutôt un beau mouvement, et en fin de mouvement, chute. Lourdement. Elle est choquée, elle est prise en charge immédiatement, mais choquée.
Et donc, il y a demande d'un avis médical pour savoir si elle va participer à la compétition. Les équipes d'organisation pressent le clan français de rentrer sur le field of play. On est vraiment au dernier moment. Marine Boyer part sur le field of play sans que l'on sache le résultat de cette évaluation médicale réalisée par le staff médical du COJO. Du COJO. Et là, les filles sont tétanisées. Les filles qui assistent à ça, les filles de l'équipe de France, sont complètement tétanisées par le spectacle qu'elles voient, voir leur collègue qui est allongé, qui a chuté. Il y a cet aspect et il y a toute la préparation qui, normalement, se fait avant une entrée en compétition. On termine la préparation à l'agrès, on gagne en sérénité, on se reprend, on se parle. Il y a des process qui ont été préparés en amont. Le temps du coach, le temps des athlètes entre elles. Et Marine, la capitaine, dynamise habituellement cette équipe. On ne sait pas si elle participe. Les coachs rentrent en retard sur le field of play. On ne sait pas s'il va falloir recomposer l'équipe et l'ordre de passage au mouvement. Et la compétition démarre. Marine rentre, centrée sur elle-même, et non pas, comme à son habitude, à la fois centrée évidemment sur sa compétition, mais qui partage beaucoup, qui dynamise. Qui était dans son rôle aussi, un peu leader de cette équipe. De leader charismatique de cette équipe. Et effectivement, l'équipe de France est en dedans. Donc, et reprise aussi par l'enjeu. Et donc, les erreurs s'accumulent jusqu'à la fin de la compétition, dans laquelle elles ne reviendront jamais totalement. Elles sont dans quel état aujourd'hui? Vous avez passé du temps auprès d'elles, on imagine que c'est un choc. Elles vont quitter le village? Alors, elles n'ont pas encore quitté le village, parce que certaines d'entre elles sont en position de remplaçantes. Aujourd'hui, on est dans un accompagnement fort, puisqu'on gère cette douleur de l'équipe. Elles sont très affectées par ce résultat, et elles sont accompagnées. Et l'important, c'est de préparer aussi l'avenir, de rebondir. Aujourd'hui, la sortie de village se fera en prenant des points d'appui forts pour qu'elles puissent se reconstruire sportivement pour celles qui vont poursuivre leur carrière, et pour celles qui vont arrêter leur carrière et s'engager et vivre pleinement leur vie, qu'elles soient dans une situation et qu'elles puissent faire face aussi à cette réalité. Et la situation, c'est qu'elles ont échoué. C'est une superbe équipe de France dont je suis très fier. Elles nous ont apporté de grandes joies. Elles sont médaillées de bronze au dernier championnat du monde. Elles sont médaillées de bronze au dernier championnat d'Europe. Voilà, ces jeunes filles ont des palmarès extraordinaires. Elles ont raté une compétition. Il y aura d'autres moments de leur vie ou de leur carrière sportive qui s'annoncent. Et on doit reconstruire malgré l'échec. Merci Kevin Rabaud, directeur technique national de la gymnastique, de nous avoir partagé donc cette expérience au plus près donc des gymnastes françaises pour expliquer justement cette contre-performance des gymnastes. Et on comprend bien pourquoi et dans quel état d'esprit elles sont arrivées sur ce field of play donc en début de semaine. Pour maximiser la performance de leurs athlètes, les États-Unis, eux, ont monté un HPC, High Performance Center, un centre d'entraînement dans lequel l'athlète est pris en charge de manière globale. Pour les Jeux de Paris, la Team USA s'est installée à Aubonne, dans le Val d'Oise. Notre reporter James André a pu visiter, vous allez le voir, cette usine à médailles. Voici son reportage. Talia Brooks s'élance sur la piste, tandis que Sha'Carri Richardson, la star américaine du sprint, discute avec son entraîneur. La Team USA, l'équipe olympique américaine, nous a exceptionnellement ouvert les portes de son centre d'entraînement dit haute performance, installé à Atletica, dans le Val d'Oise.
On est aux premières loges, on les respecte beaucoup, donc on les ennuie pas, donc on les regarde passer avec plein d'étoiles dans les yeux. Les Américains sont venus à notre rencontre très tôt, dès 2018. Ils ont aussi une délégation avec un nombre d'athlètes qui est conséquent et donc qui nécessite ce type d'équipement. C'est aussi leur organisation qui fait que tout est dédié à l'athlète, tout est concentré et leur permet d'obtenir ce type de performance. Ce centre va permettre à 450 athlètes américains dans 30 disciplines différentes de s'affranchir des contraintes des plages d'entraînement officielles. Environ 60% de nos athlètes médaillés sont passés par le centre de haute performance de Tokyo et nous nous attendons à ce qu'il en soit de même à Paris. Pour décrocher ce partenariat avec la Team USA, le département du Val d'Oise a investi 27 millions d'euros. Cette piste a été reconstruite spécialement pour les athlètes américains. Sa surface est exactement la même que celle sur laquelle ils vont courir les compétitions officielles. De quoi les mettre en condition. Hébergement, restauration, soins. Les sportifs sont totalement pris en charge pour offrir leur meilleure performance dans un contexte de pression maximale. L'entraînement a été le même, mais ma préparation mentale a été renforcée pour me préparer au moment, à l'énorme foule et à la prise de conscience que c'était une chance unique en 4 ans et que tout le monde veut l'or. Chaque athlète peut prendre le temps de se mettre en condition à son rythme, comme Mary, haltérophile, dont l'épreuve est prévue à la fin de la compétition. J'ai beaucoup de temps, je ne suis pas encore au sommet de ma forme, je ne me sens pas encore très bien, alors j'essaye de m'entraîner dur pendant encore 2 jours, puis je commencerai à monter en force, je me sentirai un peu mieux et je me reposerai. Pour certains sports, comme le breaking, une nouveauté dans ces Jeux de Paris, le centre permet de s'entraîner loin des regards indiscrets. Le breaking, c'est une manière de s'exprimer et d'avoir son propre style. Le meilleur danseur sur cette scène sera celui qui se démarquera le plus. Le danseur avec le plus de profondeur dans son arsenal sera celui qui l'emportera et obtiendra la médaille d'or. La piscine municipale a également été mise à la disposition de la Team USA. L'équipe de natation synchronisée attaque l'entraînement avec le soutien de toute une nation. Vous êtes une équipe qui ose rêver le plus grand rêve possible. Ce mot a été écrit par notre médaillé d'or des Jeux Olympiques de 1996, Gilles Savary. Et il a une grande signification pour nous. C'est un honneur d'avoir son esprit avec nous à l'approche des Jeux. Les États-Unis caracolent en tête des tableaux de médailles de tous les Jeux Olympiques d'été depuis ceux de 1996 à Atlanta. Avec ce centre, ils se sont donné les moyens d'arriver en tête des Jeux de Paris. Allez, c'est fini. Bon. C'est pas fini, on entend. Et on va se quitter bien sûr avec la carte blanche de Ludovic Foucault, qui a quitté Paris aujourd'hui pour aller faire un tour du côté de Versailles, écrin des épreuves équestres, mais également l'un des sites les plus visités de France. D'ailleurs, pendant les Jeux, les touristes peuvent encore s'y rendre et déambuler dans les jardins et profiter à distance de l'ambiance olympique. Ludovic au château, c'est le programme du soir. 3e épisode, et aujourd'hui on est à Versailles. Pendant ces Jeux Olympiques, quand on pense à Versailles, on pense évidemment à l'acteur principal des compétitions qui se déroulent pas très loin d'ici, le cheval. L'exposition Cheval en Majesté, c'est un très gros projet qu'on avait en tête depuis longtemps, qui s'est concrétisé à l'occasion des Jeux Olympiques, qui se répand dans tout le château. Elle est un peu hors norme, c'est une très grande exposition qui explore la relation entre l'homme et le cheval. Le cheval, il est fondamental pour tous les humains pendant une longue période, mais spécialement pour la monarchie, pour les souverains, parce que c'est vraiment le signe de la dignité royale. Et en fait, le cheval, c'est l'outil non seulement de fonctionnement de la cour, mais c'est aussi le principe même de la représentation royale. Alors, ce qui est formidable avec les chevaux, c'est qu'à peu près au début du 19e siècle, à l'époque romantique, ils deviennent un sujet, ils deviennent un modèle comme l'être humain, en fait, pour les artistes. Et certains, comme Géricault, on a ici la fameuse tête de cheval blanc,
le représente vraiment en ayant un effort d'introspection, d'étude psychologique presque du cheval. À cette époque, les poètes d'ailleurs ont des formules formidables pour montrer à quel point l'homme et le cheval se confondent. Le cheval à Versailles, c'est royal. Vive le sport, vive l'histoire, vive le cheval sur France 24. Et à demain. Et comme chaque jour, le meilleur des jeux est à lire et à retrouver dans les colonnes de nos confrères et de notre partenaire La Croix pendant toute la durée de ces jeux. Demain, vous y retrouverez les rues de Paris comme décor exceptionnel pour les JO, mais aussi un focus sur la prodige Simone Biles. On n'a pas eu le temps d'en parler avec vous, Kevin, ce soir, mais vous reviendrez nous en parler de l'américaine, la superstar américaine, ainsi que des billets et des chroniques. C'est à lire dans les colonnes de La Croix et sur lacroix.com, leur site internet. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. L'info se poursuit sur les antennes de France 24 et sur son site internet également, www.france24.com. À demain.